Le roman débute précisément le 16 août 1951 dans cette ville du Gard qui s'appelle Pont-Saint-Esprit. Voilà, c'est l'après-guerre, c'est plutôt une ville tranquille. On essaye un peu d'oublier les turbulences de la guerre. Et soudain, le matin de ce 16 août, il va se passer des choses étranges. Il y a à peu près plus de 200 personnes dans le village qui vont se ressentir des choses étranges, qui vont commencer à souffrir d'insomnie, avoir des hallucinations. Mais ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est qu'en fait, il y a 3 ans, il y a des documents de la CIA qui ont été déclassifiés. Il y en a beaucoup aussi qui ont été détruits. Mais on a retrouvé en tout cas des documents qui ont été publiés qui font état d'une opération Pont-Saint-Esprit dans les dossiers de la CIA. Alors je m'explique. C'est parce que dans les années 50, on est en pleine guerre froide et la CIA a découvert une nouvelle substance qui s'appelle le LSD, qui a été mise au point par un chimiste suisse dans les laboratoires Sandoz. Donc le LSD, et dans les années 50, et longtemps après même, la CIA expérimente considérablement avec cette substance. Elle l'essaye sur des gens pris au hasard, elle l'essaye aussi sur des populations, on va dire, contraintes, comme par exemple dans des hôpitaux ou des prisons. Et voilà. Et donc on a un document qui mentionne cette opération, donc on ne saura jamais si c'est vrai et si la CIA, effectivement, qui avait des bases dans la région via l'armée américaine, s'est amusée à tester du LSD sur une population grandeur nature pour voir ce qui se passait. Mais en tout cas, moi, la simple possibilité de la chose a fait que ça a généré cette fiction. Voilà, effectivement, peut-être que ce village a été drogué au LSD, et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe après? Quand j'ai commencé à travailler un petit peu sur le livre et sur cette volonté de vouloir décrire, effectivement, non pas un simple individu en état d'hallucination, mais voilà, quasiment tout un village. Voilà, on se renseigne et on s'aperçoit qu'il y a une chose qui est très intéressante dans les hallucinations qui sont provoquées par cette drogue, c'est que non seulement vous avez des hallucinations, mais vous avez quand même conscience d'avoir des hallucinations. Par exemple, voilà, si vous voyez un tigre sortir du plafond, vous savez que ce n'est pas possible en même temps que vous le voyez. Donc c'est quelque chose qui, pour le psychisme, est encore plus violent finalement qu'être enfermé à l'intérieur d'une forme de folie. Donc tout ça, c'était intéressant à décrire, et ce que je voulais surtout éviter, c'était de décrire ça un peu comme un cirque ou comme un grand moment de folie, mais parce qu'en fait, ce sont des sensations et des perceptions qui sont chaque fois très géométriques, très précises, très calibrées. Et donc l'intérêt, c'était de décrire de façon précise des états confus, et non pas de faire un chapitre qui aurait été comme ça, comme lui-même complètement explosé. Donc l'impression, effectivement, à la lecture peut être de quelque chose de vertigineux et d'hallucinant, mais c'est décrit de façon quand même très précise, et aussi d'après beaucoup de témoignages qu'on a des personnes de l'époque. Je suis allé à Pont-Saint-Esprit, j'ai rencontré des personnes qui avaient subi ça, ou des enfants euh, voilà, de gens qui s'en rappelaient très bien parce que ça les avait marqués à vie. Mais en fait, ça part du principe qu'on ne peut pas, à partir du moment où on est déstabilisé, on ne peut pas raconter les événements en direct. Donc le livre se construit sur, effectivement, on découvre d'abord ce Mitron en 51. Parallèlement, dans un chapitre suivant, on découvre un autre personnage en 51, qui est une jeune femme qui s'appelle Lucie, et qui, elle, on va dire, est de l'autre côté du spectre du LSD. Autant Antoine est vraiment la victime, tout se produit à son insu, autant elle fait partie des gens manipulés plus ou moins volontairement par la CIA, qui sont chargés de doser des gens au hasard. Donc elle a aussi un rapport avec le LSD, mais qui est plus de l'ordre de l'expérience volontaire, de la complicité, etc. Et puis ces deux personnages, on les perd en 51 et on va les retrouver en 69, où ils vont se rencontrer, comme peut-être dans un... Donc c'est déjà quelque chose qui n'est pas très réel. Et le problème, ça va être pour eux que chacun arrive à raconter à l'autre ce trou, ce moment, voilà. Comment ils sont arrivés en 69, qu'est-ce qui s'est passé entre 51 et 69. Mais pour arriver à détisser comme ça le fil de l'histoire, parce qu'ils ont une histoire chargée, et il faut d'abord qu'ils arrivent à une forme de connivence entre eux. Mais voilà, Antoine, le Mitron, est un peu particulier, il persiste à avoir des visions. Lucie est quelqu'un qui, on va le comprendre très vite, qui est en fuite parce qu'elle sait trop de choses par rapport à la CIA. Donc c'est pas des gens, on sent, qui peuvent s'attarder non plus, mais à la fois, sans se lancer dans une histoire d'amour, ils peuvent construire une forme de connivence et de complicité qui va leur permettre,
à un moment donné, à la faveur d'un événement un peu particulier, je ne peux pas tout raconter, de enfin arriver à, voilà, à remplir ce vide et à raconter leur vie, sans que le lecteur non plus sache forcément si ce qu'il raconte est vrai. Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui sont probables, il y a des choses qui sont réelles, et il y a toujours un jeu entre les trois. Ce qui était intéressant, c'est de prendre des personnages en se disant que peut-être leur perception de la réalité était à jamais faussée par une expérience, on va dire, psychédélique pour faire court, qui donc leur vision était forcément de la réalité, des événements étaient forcément distordus, et puis petit à petit de commencer à raconter en arrière-champ comme ça l'histoire avec un grand H, et de se dire que finalement on était peut-être tous à peu près dans ce même cas de figure, où même sans être drogué, voilà, notre perception des événements est forcément lacunaire, elle est forcément faussée, détournée, manipulée, que ce soit voilà, les événements en Algérie ou même des événements qui sont survenus en Algérie après l'indépendance, que ce soit la construction de la bombe atomique française, et pourquoi pas même l'alunissage. Au bout d'un moment, tous les événements sont remis en question. Alors j'aurais voulu revenir sur le titre du roman, Tous les diamants du ciel, qui fait écho à la fameuse chanson des Beatles. Est-ce qu'il s'est imposé à vous dès le début, ce titre, comme une évidence, ou est-ce qu'au contraire Non, il y avait un autre titre au départ. Ça s'appelait Le Saint d'Esprit. Et j'avais écrit Saint d'Esprit, le Saint, je l'avais écrit S-A-I-N-T au lieu de l'écrire S-A-I-N. Et puis en plus j'étais content parce qu'évidemment le Saint d'Esprit, j'avais LSD voilà, dans l'ordre. J'aurais même pu imaginer quelque chose de typographique sur la couverture. On aurait mis les 3 lettres d'une couleur différente. Et puis après ça m'a embêté parce qu'en fait ce jeu de mots sur Saint d'Esprit et le Saint, parce qu'il y a toute une histoire sur la sainteté un peu avec Antoine qui est plus ou moins mystique. Je me suis dit, c'est dommage parce que ça ne se voit qu'à l'écrit, ça ne s'entend pas à l'oral. Donc c'est toujours un peu gênant un titre qui ne fonctionne comme ça que sur un niveau. Et puis voilà, puis il y avait un chapitre qui s'appelait Tous les diamants du ciel, et je trouvais qu'il était bien parce que c'est bien sûr une allusion à Lucy in the Sky with Diamond. Et à la fois, donc, elle est transformée, et puis elle dit autre chose, quoi. Elle dit une forme de vision, parce que le livre fonctionne beaucoup sur les différents éléments, sur la terre, l'eau, le ciel. Enfin, Antoine, c'est quelqu'un qui il a une aspiration vers le ciel, il est fasciné par le Saint-Esprit, il a été enfant de cœur, enfin voilà, il a une mystique. Et à la fois, il va vivre énormément sur la terre parce qu'il va être dans le désert, et à la fois, il va connaître l'eau comme élément, puisqu'il va être non pas sous-marinier, mais en tout cas travailler dans un sous-marin. Donc voilà, c'est ces éléments qui sont importants, et les diamants, ça peut faire référence à des tas de choses, aussi bien à la drogue qu'à des visions diverses. Tous les chapitres fonctionnent par 3. Par exemple, vous avez lumière, soleil, désert, donc effectivement, ça fait LSD, si on prend les initiales. Donc c'est écrit, c'est là, c'est visible, et à la fois forcément c'est invisible, puisqu'on ne lit pas dans leur continuité les chapitres, sauf à lire la table des matières, comme si on lisait un texte, et en ne lisant à la limite que les premières lettres. Donc c'était une façon presque d'encoder, d'encrypter le mot LSD, comme on l'aurait fait avec le mot ADN, qui constitue. Donc si le LSD il est plus là que dans les expériences. Souvent il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que c'est un livre qui est écrit sous LSD. C'est pas du tout le sujet. Je pense pas qu'on puisse écrire un livre sous LSD. En revanche, c'est plus comme si le livre lui-même avait pris du LSD et donc forcément déforme les visions. Oui, je pense que quand on entre en lecture, quand on entre dans un livre, il y a une espèce de pacte tacite qui se fait avec l'auteur, hein, avec le livre, qui est on accepte d'être manipulé. On accepte d'être surpris par des choses qui ne sont pas forcément surprenantes. Sauf que ce qui est beau et intéressant dans la littérature, c'est que il y a presque un désir sincère d'être manipulé, parce qu'on sait que le but n'est pas, on va dire, malfaisant. C'est une manipulation qui n'a pas de but, si ce n'est le plaisir de la lecture, le plaisir de l'étonnement. En ça, il y a une forme de manipulation. Donc le livre effectivement, est très articulé là-dessus, sur à la fois une manipulation par le langage du lecteur. On l'entraîne à des expériences, je ne sais pas, peut-être sensorielles, et les personnages eux-mêmes qui sont manipulés, mais qui au bout d'un moment on comprend qu'ils sont pas plus peut-être manipulés que nous. C'est-à-dire que voilà, ils sont comme nous, ils n'ont qu'un accès très fragmentaire à l'histoire via des informations trafiquées. Donc à partir de là, la dimension de leur manipulation est peut-être beaucoup plus commune qu'on ne le pense. Moi, je pense qu'un livre n'est pas là pour donner au lecteur ce qu'il attend, tout simplement parce que je pense qu'un vrai lecteur, il attend rien.
il est très ouvert, il a envie d'être surpris, il a surtout envie que ce soit le livre qui fasse de lui un lecteur, et pas que vous lui donniez des choses prémâchées. J'aurais voulu revenir également à votre métier de traducteur, parce que vous menez de front plusieurs projets, à la fois des projets de traduction et des projets d'écriture. Est-ce qu'il est pas parfois difficile d'éviter un certain mimétisme entre ce que vous traduisez et ce que vous écrivez? Est-ce que c'est pas un écueil dans lequel il est important de ne pas tomber? Alors c'est une bonne question, parce qu'effectivement on pourrait se dire, quand on traduit voilà, des livres souvent en plus littérairement complexes, exigeants, donc qui vous obligent vraiment à entrer, est-ce que ça peut influencer? Mais en fait je pense que c'est le même, enfin pour un écrivain, globalement c'est presque le même problème que par rapport à la lecture. C'est-à-dire c'est une façon de, je vais dire gérer, mais je déteste ce verbe, qui est un verbe en général qui remplacer le verbe vivre. En plus c'est épouvantable. Donc de vivre en fait des influences, comment on les vit. Effectivement, vous lisez 100 pages de Proust, ça vous influence, bien sûr. À la fois, c'est quelque chose de magistral, mais pas au sens où vous pouvez le reproduire. Vous n'allez pas vous mettre à écrire comme Proust après. On apprend une certaine façon de faire résonner des métaphores, on apprend une certaine façon, quand on lit Flaubert, d'utiliser l'imparfait ou le passé simple. Chaque fois, il y a pour un écrivain une leçon qui tire. Moi, quand je fais une traduction, c'est quand même moi qui écris le livre, donc il y a quelque chose de fantasmatique là-dedans. C'est qu'un auteur vous a permis d'être absolument brillant pendant des fois 800 pages. Donc, bon, une fois que c'est fini, vous arrêtez de briller dans le noir. Hein. Mais en tout cas, il vous permet ça, il vous permet de devenir un autre auteur. Et ça vous aide à écrire, parce qu'à chaque livre, vous devez devenir un peu un autre auteur, parce que vous devez devenir l'écrivain de ce livre-là, pas l'auteur produit par plusieurs livres et qui se repose sur ses lauriers. Il faut recommencer à zéro. Il faut que ça aille un petit peu plus loin, parce que des fois, on peut aimer un texte et pas savoir le traduire. Ça m'est arrivé aussi. Donc voilà, c'est plus fort que ça. C'est avoir envie de recommencer ce texte en français, à la fois pour lui rendre hommage, pour lui donner une deuxième chance, et à la fois parce que c'est lui qui, en fait, va vous donner une autre chance, c'est-à-dire de faire quelque chose en français qui ne se faisait pas. Et donc, c'est vraiment un échange entre les deux. C'est une forme à la fois d'invasion et de domestication, entre comme ça à deux temps. Oui.